découvrir à quel point les entreprises les plus brillantes en Asie considèrent leurs agences comme des esclaves. Je le savais un peu, mais à ce point-là, pour moi, c'était étonnant. Donc la cliente que j'ai signée, on était dans une espèce de relation séduction commerciale jusqu'au bout, jusqu'au closing. Et puis après, ça a été voilà, les appels constants à 6 heures du mat. Je ne pouvais pas déléguer. On devait emmener, je crois, une quarantaine de personnes de son COMEX en Chine. Et elle m'a dit, tu vas aller en Chine, tu vas aller commander les plats dans les restos que tu recommandes et tu vas me montrer des photos de l'assiette. Et je l'ai regardé, j'ai fait, je peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Et donc je l'ai fait parce que c'était la demande. Mais il y a une exigence des clients en Asie. Je dis pas que les clients européens sont pas exigeants, mais la notion de service en Asie est bien plus élevée. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Martin, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut Paul, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, très bien. C'est souvent une question qui a l'air simple, mais qui est compliquée. Donc moi, je m'appelle Martin, je suis français, j'habite à Singapour depuis 12 ans. J'ai un profil plutôt marketing, sciences politiques en termes d'études. Je suis venu à Singapour en Asie sans trop d'idées préconçues, ni en imaginant que j'allais y rester plus que 10 ans. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis ce qu'on appelle un slasher, donc j'ai pas un employeur, mais je facture différentes entités qui constituent mes revenus. Le fil conducteur, c'est autour de l'innovation et des nouvelles technologies et du go-to-market. Donc j'ai d'abord monté des entreprises à mon nom en Asie ici. Ensuite, j'ai rejoint un petit fonds qui s'occupait de filialiser les scale-up européennes en Asie, donc avec un rôle vraiment d'ouvreur de marché et de synchronisation, on va dire, d'un produit qui peut bien marcher en Europe ou aux US avec le contexte asiatique. Et depuis quelques mois, je suis dans un fonds VC spécialisé fintech où on investit en fait dans une trentaine de startups early stage par an en Asie qui ont vocation à s'étendre dans la région et au-delà parfois. Voilà. À côté de ça, je suis prof en innovation management à l'ESSEC et je me suis aussi lancé dans une thèse à Dauphine sur le sujet de pourquoi il y a tant de casse dans l'expansion internationale des startups et des scale-up et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour rendre ces expansions plus efficaces. Ok, super. Bah, écoute, on reviendra sur tous ces thèmes au cours de notre échange. Moi, je vais revenir à l'histoire de ton expatriation. Qu'est-ce qui a fait que pourquoi es-tu parti et pourquoi avoir choisi Singapour? Ouais, en fait, quand je suis parti en 2012, j'avais le sentiment de m'ennuyer un petit peu. C'était le début de l'ennui, je dirais, professionnel en Europe. J'avais fait 4 ans d'agence marketing, donc c'était dynamique, ça se passait bien et j'avais l'impression que j'étais en train de chercher un autre job. J'ai eu une offre avec un salaire plus élevé et cetera et je sais pas pourquoi, je me suis vu rentrer dans un tunnel où j'allais changer de job tous les 2 ans, 3 ans avec un incrément de salaire, de responsabilité et là, je me suis dit «Je vais vieillir avant l'heure». C'est un peu bizarre, j'avais pas vraiment pas eu cette vision avant et en fait, le jour où je devais signer le contrat, je m'en souviens très bien, c'était une brasserie près de Pereire. Le DGA de l'agence qui voulait me recruter me dit: «Bah, c'est bon, maintenant on signe, prends le steak que tu veux» et je lui dis: «Écoute, en fait, je vais pas signer, je crois que j'ai juste envie d'aller à l'étranger». Donc là, on a passé une fin de repas un peu plus, un peu moins, cordiale et en fait, j'ai pris mes clics et mes claques avec ma compagne de l'époque, qui est désormais mon ex, mais avec qui je travaille quand même encore aujourd'hui. On a regardé le globe. Au départ, moi, je voulais plutôt aller aux États-Unis. J'avais un D'accord. ou 2 projets en tête et ça me parlait plus, même si j'avais pas beaucoup mis les pieds et au final, ça n'a pas marché pour des raisons de visa qui étaient déjà très strictes à l'époque. Donc on a changé,
de côté, du globe terrestre. On a décidé d'aller en Asie et puis on a en gros, regardé pendant plusieurs mois entre Singapour, Kuala Lumpur en Malaisie et Hong Kong, qui nous semblaient être des points de chute possibles. Pareil, on n'avait jamais mis les pieds dans la région, et après quelques semaines, le choix s'est posé sur Singapour où c'était plus anglophone, plus cosmopolite, plus grande diversité d'industries dans lesquelles on se voyait, en tout cas commencer. Et voilà, avec le recul, je crois que j'aurais peut-être dû aller dans un vrai grand pays un peu, bazar de l'Asie. Ça aurait pu être le Vietnam, la Chine, l'Indonésie. Mais voilà, on refait pas, sa vie et finalement, je suis plutôt content de ce parcours et qui a vraiment commencé un peu sur, une envie de changer d'air, que j'ai réussi à transformer en expatriation, entrepreneuriat et voilà, maintenant j'ai, ma famille ici donc tout va bien. OK et parce que oui, comment se fait votre choix? Tu parles de ton regret aujourd'hui de pas avoir vécu, l'Asie, bazar un petit peu comme tu l'appelles, qu'on peut Ouais. retrouver au Vietnam, en Indonésie et cetera. Pourquoi ton choix s'est tourné notamment sur Singapour, qui est, l'Europe en Asie, on peut le dire, c'est un pays développé, Ouais, bien sûr. Alors la les quelques, bons copains que j'ai en France, que j'avais, que j'ai encore, me disaient: «Ouais, mais Singapour, bah, c'est l'Asie pour les nuls, c'est hyper aseptisé» et cetera. Alors il y a du vrai là-dedans évidemment, mais je crois que c'était une combinaison aussi de dérisquer un peu cette expatriation. Je pense qu'il y a beaucoup de business à lancer quand on est jeune, notamment dans les pays, là, Vietnam, Thaïlande ou Indonésie. Mais je pense qu'on récupère pas tout à fait les mêmes salaires, en tout cas au début. Alors on peut faire, une très belle sortie peut-être, des années plus tard à vendre, une chaîne de boulangerie ou de boutique de vin. Alors c'est un peu cliché français, mais on en voit quand même beaucoup. Moi, j'avais quand même envie, après 4 ans d'agence à Paris et un mode de vie confortable, de pas repartir, je pense, complètement de zéro et de me dire: «Bon, il me faut un endroit où c'est globalement les mêmes zones de salaire, où rentrer en France, va pas me coûter, trop d'argent. Alors, on peut avoir des beaux salaires au Vietnam, mais sans package d'expat, ce qui moi était mon cas, hein, pur entrepreneur, il fallait aussi pouvoir se dire, de combien j'ai besoin pour rentrer, 1-2 fois au pays pour Noël et jour de l'an, pour l'été. Donc ça a été une considération. En plus, je dirais de pouvoir trouver des jobs similaires à ceux que j'avais fait. Donc faire un pays nouveau, oui, mais avec quand même un peu de communalité et de type d'agence. Alors l'agence dans laquelle j'ai pas été à l'époque, c'était TBWA à Paris et en fait, j'ai eu un entretien assez rapidement, chez TBWA à Singapour. Donc ça montrait bien qu'il y avait quand même des choses, similaires sur lesquelles on pouvait, se raccrocher. OK. Et quand tu arrives à Singapour, quelles sont les différences culturelles que tu remarques en arrivant, qui t'interpellent par rapport à l'environnement parisien? Bah, il y a alors, par rapport à l'environnement parisien, pas forcément tant de choses. Paris, c'est quand même une ville qui est aussi très, bigarrée, très cosmopolite. À Singapour, il y a 4 langues nationales. Alors je dis pas qu'il y a 4 langues nationales à Paris, mais on a quand même un brassage qui est, je dirais de la même intensité. Il y a quand même des jobs, des secteurs qui se ressemblent beaucoup. Après, ce qui frappe, c'est le côté insulaire. Donc moi, j'avais jamais vécu, j'ai vécu dans d'autres pays, mais pas dans des îles. Là, on est non seulement sur une île, mais une petite île. Si on va sur la tour la plus grande de Singapour et on regarde autour, on voit la mer partout. Donc ce sentiment que la population, déjà pour le moindre déplacement, c'est l'avion. Donc il y a pas de voiture, il y a pas de campagne, quand on vient de France, c'est un peu étonnant et ça marque aussi l'état d'esprit des Singapouriens et des gens qui restent, avec le temps, comme moi, où finalement, on est dans une espèce de bulle très protégée, très confortable, alors très compétitive aussi, hein, pour, rester à Singapour, il faut des niveaux de salaire élevés et donc apporter de la valeur dans le secteur ou la boîte où on est. Mais c'est très différent d'un pays où il va y avoir des zones, rurales, semi-rurales, ville de seconde catégorie, capitale, comme on peut l'avoir en Europe, en tout cas en France. Donc ça, c'était un grande différence et puis ce côté, pouvoir faire du business dans toute la région en étant à Singapour, avec beaucoup de personnes d'affaires qui viennent à Singapour pour, les contrats, leurs boîtes, leurs comptes en banque. Donc ça, c'est intéressant et le deuxième aspect, je dirais, qui est très différent de la France, c'est la vitesse. En France, on a l'impression et je pense à juste titre que tout est assez lent, mais c'est aussi parce qu'on a une culture, qui est plus âgée. On fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. En Asie, on a quasiment un côté un peu à l'américaine où ça va très vite,
Un contrat, ça se fait, ça se défait, en quelques jours, en quelques semaines. Donc, on peut se saisir d'opportunités rapidement et ça, c'est vrai que quand on fait du networking, par exemple, on rencontre toujours la personne qu'on veut rencontrer dans les 10 jours maximum. C'est très, très rare que ça soit au-delà. En France, c'est rare de rencontrer quelqu'un, même qu'on connaît dans un cercle professionnel, à moins de 15 jours, 3 semaines parce qu'il y a le temps, c'est pas prioritaire et cetera. Donc ici, le fait que les gens sont très dépendants du networking et de rencontrer de plus en plus de gens pour, accroître leur place dans l'écosystème, c'est vraiment un truc d'important. La place du networking, est-ce que tu peux justement l'expliquer, toi qui as été, fondateur, d'entreprise, là aujourd'hui tu as évolué ensuite dans des VC. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne en Asie et toi comment tu fonctionnes dans ton métier au quotidien? Ouais, bah, le networking en Asie, c'est assez déroutant parce qu'on se rend compte qu'en fait, presque toutes les personnes qu'on croise ont plusieurs boulots ou plusieurs rôles. Donc si on creuse un peu: «Ah oui, j'ai un side business, mais mon oncle» et cetera. Donc il y a toujours ce côté très, connectique qui est très agréable, où en fait, même si on n'a pas un intérêt immédiat à se parler ou à faire affaire ensemble, il y a quelque chose après qui peut arriver. Donc ça, c'est assez agréable. La vitesse, j'en ai parlé, le côté très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Est-ce que c'est assez gros? Le côté se faire confiance aussi. On est dans un endroit du monde, où il y a pas vraiment de gros filets de sécurité en termes de chômage. Ça existe tout simplement pas. Donc on peut embaucher et virer rapidement. Mais du coup, les gens sont aussi à la recherche d'opportunités dans un monde qui est plus liquide, qui est plus rapide et ça, j'ai trouvé ça, très, rafraîchissant. Alors encore une fois, c'est pas un jugement par rapport à ce qui se passe en France, mais il y a effectivement une vitesse, c'est comme être dans une centrifugeuse, en fait, il y a plus d'opportunités partout. On peut les saisir rapidement, on peut ne pas les saisir et rester là où on est, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable et puis on est invité rapidement à venir, dans le pays d'à côté, donc c'est aussi un jeu qui est plus à l'échelle d'une région. En France, on a un grand pays, une grande économie, on n'a pas forcément besoin que son entreprise, soit présente dans 4 marchés autour. Singapour, il y a pas de marché, c'est 6 millions d'habitants, donc une boîte ne peut pas réussir beaucoup que sur Singapour et du coup, le la connexion avec, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Thaïlande et même derrière, hein, Chine, Inde et Australie pour les pays les plus développés ou plus gros économiquement, c'est facile et c'est hyper attractif, quand on est, jeune expat, d'avoir accès à tout ça en une seule ville, quoi. Mmh. Est-ce que tu as une anecdote justement, on parle de networking, de différences culturelles, de culture et de taille, de champ d'action, on va dire, plutôt à l'échelle régionale. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur un défi culturel que tu as rencontré, par exemple, au cours d'un échange avec une personne? Ouais, il y en a plusieurs, mais je dirais que moi, les 2 pays qui sont vraiment les plus, aliens et je pense que ça n'étonnera pas grand monde, c'est, le la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Sud, j'ai souvenir, d'avoir organisé un rendez-vous pour, un client à moi qui venait en prospection commerciale et en fait, j'avais pas, compris à quel point la réunion était scriptée et guidée et donc du coup, on est arrivé avec une personne en plus dans le groupe de Français qui venaient à Séoul et donc j'ai dit à la personne qui devait nous héberger le meeting, «Bah, il faut une chaise en plus, quoi» et le gars m'a dit: «Mais il y a pas de chaise» et on était quand même dans un grand building, une multinationale coréenne et je sais pas, on peut peut-être aller voir le bureau d'à côté, je suis sûr qu'il y a une chaise et il dit: «Non, mais là, il y aura pas de chaise» et donc du coup, bon, j'ai fait: «OK, il y a pas de chaise», donc j'ai donné ma chaise et je suis resté debout et en fait, le meeting s'est très mal passé. Donc on avait, apporté quelqu'un qu'on devait pas apporter, qui était pas prévu. C'est pas dans le script, et du coup, ça a été, un échange, très glacial pendant 1 heure, donc moi je savais pas où me mettre, j'étais dans le coin et je me souviens, j'avais j'étais en train de me dire: «Mais si je pouvais rentrer dans le mur, dans ce coin de mur, sortir de la pièce en catimini, ne plus jamais revenir, je le ferais». Donc ça avait été pas terrible et l'autre cas, un peu mieux, c'était au Japon, où j'ai un très bon contact, maintenant depuis des années et donc un japonais qui voulait que je forme ses forces de vente à identifier des nouvelles opportunités donc être un peu moins, pas rigide, mais en tout cas, carrés qu'ils peuvent l'être et donc du coup, j'ai fait ma conférence, en anglais, traduit par une japonaise qui m'aidait donc déjà, faire une conférence d'1 heure, avec des stops toutes les 30 secondes, c'était un peu compliqué et je voyais les gens, qui étaient à leur table et qui commençaient à s'endormir. Et donc bon, j'ai continué, je savais pas trop quoi faire, il était une quarantaine dans la salle, cinquantaine et à la fin, mon contact me dit: «C'était vraiment super, c'était extraordinaire» et je lui dis: «Ouais, après il a quand même vu pas mal piquer du nez quoi». Il me fait: «Non, non, mais en principe, il y a tout le monde qui dort à la fin d'une conférence, là, il y en avait que 10 quoi».
Donc c'était des manières de percevoir ce qui est autorisé ou pas, ce qui est un succès ou pas, qui sont très, très différents de ce qu'on peut avoir accès. Voilà. Après, quand on revient à Singapour, c'est monde anglo-saxon, il y a pas des énormes surprises, mais Oui. je pense que dans ces pays-là, effectivement, on a un degré d'étrangeté qui est énorme, qui fait que ces pays sont fascinants à plein d'égards et même après plusieurs années, je me sens jamais complètement en confiance, mais c'est aussi ce qui fait le charme d'être dans cette région-là. Oui, c'est vrai que surtout le Japon et la Corée du Sud, ce sont vraiment des mondes, qui sont très éloignés de nous, l'environnement business qu'on a, c'est des environnements et des pays développés, mais qui ont des cultures qui là sont totalement différentes et qui ont des mindsets où les gens ont des mindsets totalement, éloignés du nôtre. Ouais, tout à fait, c'est pas les mêmes, priorités, là, moi, pour l'une des startups que j'ai accompagnées il y a pas si longtemps que ça, on s'est rendu compte, on avait des présentations qui étaient très orientées autour du ROI, de la performance, des chiffres et en fait, on a compris que pour les Japonais, c'était pas du tout un enjeu. L'enjeu, c'était, le support, s'il y a un problème, est-ce que vous allez être là? Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que je peux vous appeler en japonais? Donc des manières pour eux de valider qu'on est le bon partenaire, qui sont très différents donc là, c'était des présentations qui venaient des États-Unis, donc on était un peu, voilà, on a fait des très beaux résultats avec les meilleures boîtes américaines. En fait, ça passe pas du tout, voire c'est contre-intuitif pour eux ou en tout cas, mal perçu. Donc il y a vraiment des manières de générer de la confiance qui sont très, très différentes dans ces pays-là. OK. J'aimerais qu'on revienne sur ton histoire d'entrepreneur, puis de conseiller auprès des startups en Asie. Est-ce que tu peux me raconter justement quand tu arrives, quelles sont tes premières activités et comment elles évoluent au fur et à mesure du temps et s'orientent plutôt de l'entrepreneuriat vers, l'accompagnement et ton évolution au sein de Ouais, Vici? tout à fait. En fait, au départ, quand je suis arrivé à Singapour, j'ai rejoint une start-up, singapourienne qui avait été fondée par un Japonais et un Italien. Donc on est bien dans le melting pot singapourien comme d'habitude. C'était pour avoir le visa, donc j'étais moyennement motivé à part avoir le titre de séjour et le premier salaire. Ça s'est pas très bien passé. Alors à l'époque, moi, j'imaginais pas du tout être entrepreneur. C'était un sujet qui me paraissait, loin de moi. J'imaginais qu'il y avait beaucoup de paperasse, que ça allait pas me plaire du tout. Mon associé de l'époque m'a quand même poussé en disant: «Allez viens, on fait une boîte entre Paris et Singapour, on va y arriver». J'ai fait: «Bon, de toute façon, je me suis fait virer de cette start-up, après peu de temps». Et donc du coup, on a fait: «OK, bon maintenant de toute façon, on y est, j'ai le droit de rester, donc autant, essayer de faire les choses à mon compte». Donc on a ouvert une première boîte qui était en fait une sorte d'agence conseil en marketing, le métier que j'avais fait avant. Tout à fait. Et ce qui s'est pas très bien passé, c'était qu'on avait les mêmes, référentiels que la boîte en France. Donc en gros, on n'avait pas trop localisé, voire pas du tout. On avait des prix européens, moi je parlais avec un accent encore pire que maintenant. Il me manquait plein de cartes en main pour comprendre comment vendre. Donc ça a été, ça a duré 2 3 ans, un peu coincé dans un marché de PME qui est jamais le meilleur puisqu'on quand on décroche un budget, on a l'impression d'arracher un bras à l'entrepreneur qui nous le confie. On a réussi à pivoter ça à un moment où beaucoup d'entreprises, CAC 40 et des grandes boîtes regardaient l'innovation et se disaient: «Aujourd'hui, on se fait disrupter par tel modèle ou tel modèle» et en fait, le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire: «Vous aujourd'hui, on regarde beaucoup la disruption à l'américaine, donc Silicon Valley, mais en Asie, il se passe des choses, par le simple fait que ces marchés sont gigantesques, commencent à être très autonomes en termes de technologie et d'usage» et donc on a commencé en fait à agir quasiment comme des veilleurs sur le marché chinois notamment, mais aussi indien, indonésien, japonais, en leur disant: «Bah, voilà ce que ces pays sont en train de créer comme, nouvelles plateformes technologiques, qu'on connaît pas bien, qui sont parfois pareilles, parfois pas pareilles que celles qu'on connaît, aux US ou en Europe». Et évidemment, les boîtes françaises étant très internationales, c'était un bon vivier pour nous de leur dire: «Bah, si vous voulez, cartonner, en Chine, au Japon ou en Indonésie demain, il faut connaître ces plateformes-là» et ça a été pour nous un premier pied d'entrée pour les conseiller, leur dire: «Bah, voilà un peu comment on peut faire». Donc tout ça a très bien marché. Le Et covid, comme dans plein de cas, a quand même, renversé la table. Donc nous, on avait un business qui était dépendant, à 80 du voyage international des décideurs qui voulaient venir en Asie voir ce qui se passait. Donc tout ça, du jour au lendemain, ça a été plié et j'ai été, ouais. repêché, comme je dis, par, de camarades que je connais qui avaient ce petit fonds qui s'attaquait vraiment à proposer des filiales asiatiques à des entreprises européennes de technologie et donc en gros, là, Oui. c'est la question de on est une start-up, on grossit, on a 2 3 marchés, peut-être 4 en Europe.
On est peut-être déjà aux US, on réfléchit à une exit, dans les 5-6 années à venir. On se dit quand même que l'Asie, c'est gros, il y a du potentiel. Difficile de dire qu'on est une boîte globale si on n'a pas mis les pieds, dans un de ces pays-là. Donc ça, c'est un peu le postulat de base et puis, bah, derrière, après, il y a la réalité, c'est l'Asie, c'est grand, c'est 4,5 milliards d'habitants, c'est plein de pays. Est-ce qu'on va en Chine, au Japon, à Singapour? Est-ce qu'on vise les villes très développées, les campagnes? Et donc en fait, mon rôle, c'était d'aider ces entreprises à cibler la bonne partie de l'Asie pour elles, et puis après de faire ce qu'on appelle le go to market. Donc en gros, quel plan d'approche on se donne, quelles ressources on mobilise, est-ce qu'il faut adapter le produit, le marketing, la vente, les 3, un peu plus ou moins? Qui est-ce qu'on recrute pour nous aider localement? Et donc moi, j'ai vraiment adoré ce côté, tu es dans un avion, on te parachute et puis, bah, faut décider de l'endroit, comment et en sorte que ça fasse un succès. Parce que quand on va dans ces pays-là, c'est pas juste pour, grappiller 2-3 points, de marge. On se dit: «Bah, si on va en Chine, il faut que la Chine représente un gros pourcentage de notre, chiffre d'affaires global». Donc c'est ça que j'ai fait pendant 4 ans qui était hyper excitant. Donc OK. j'ai ouvert des pays comme le Japon, l'Indonésie, l'Inde également. Voilà et puis récemment, donc ça, j'ai fait 4 ans là-dedans et récemment, j'ai rejoint un fonds VC, qui, bah, voilà, qui investit dans des boîtes au niveau du du PowerPoint ou de MVP, donc très, très tôt et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces boîtes-là puissent, lever en seed stage ou en série A après. Donc j'ai vraiment un rôle de les aider à accélérer sur le commercial notamment et faire en sorte que ça soit des boîtes et pas juste des projets. OK. Et comment ton approche se structure? Parce que, ce que tu as fait pendant, 4 ans, de 2020 à 2023, là, tu étais plutôt sur du growth, Oui, accompagné à l'international et là, 2023-2024, là, tu es vraiment sur l'early stage, le tout à pré-seed. fait. Comment est-ce que ton travail, quelles sont les différences dans la structuration de ton travail? En fait, en growth stage, donc des entreprises, start-up, série B, série C, donc des boîtes qui ont levé entre 20 et 100 millions d'euros. On est déjà dans des boîtes qui sont, alors jeunes, mais déjà très structurées en termes d'opérations. Donc les cycles de vente, de marketing, c'est pas qu'il y a pas, d'art dedans, mais c'est déjà très scientifique. Il y a beaucoup de data partout et l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on peut arrimer ce process à ces nouveaux pays dans lesquels on est. C'est Mmh. rarement simple, il y a des frictions et c'est le rôle de l'équipe locale de les arrondir, on va dire. Mais quand on passe en early stage, en fait, on voit ce que ces boîtes ont pu être, plus tôt et surtout on voit dans les jeunes boîtes des choses où on se dit: «Bah, là, c'est assez facile en fait de mettre, le bon germe au bon endroit maintenant». Parce que dans 2 ans, si jamais vous réussissez à lever et que vous allez dans un ou d'autres pays, il faut mieux avoir cette configuration-là en termes d'équipe, de culture, de process de vente que ça. Donc l'expérience d'avoir vu des startups plus âgés et hyper intéressant pour aider des plus jeunes startups à leur dire: «Bah, là, dans les 2-3 ans, c'est à peu près ça qui peut vous arriver. Les coups de gouvernail à mettre maintenant, c'est ceux-là». Évidemment, c'est plus dur de changer plus tard que plus tôt. Donc je trouve que le ça se raccroche pas mal et puis le réseau que moi j'ai pu, me constituer à faire de la prévente en fait, dans des entreprises, growth stage, il est toujours utile avec des early stage. Il est même plus simple. Très souvent, quand on bosse avec des grosses startups et qu'on va voir son réseau, on est un vendeur de tapis, donc c'est jamais agréable, pour soi, c'est pas agréable pour le client. On sait que c'est de la danse du ventre et qu'on veut dealer. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui n'aboutissent pas, mais c'est le jeu, hein. Alors que quand on est avec des boîtes early stage, il y a une espèce de sympathie, du client. Il se dit: «Ah ouais, c'est une bonne idée, ils sont tout jeunes, je vais pouvoir influencer le process, ça va être plus customisé». Donc c'est presque plus facile à faire, et les enjeux sont pas les mêmes. Quand on est en growth stage, il faut vendre, vendre et avec des bonnes marges. Quand on est en early stage, il faut prouver qu'il y a une première traction et cette traction va permettre de lever pour grossir l'équipe et ensuite choisir les marchés. Donc, j'ai presque l'impression que ce rôle d'aujourd'hui, ça combine, moi, beaucoup de choses que j'ai faites avant et je me suis rarement senti aussi bien dans un rôle. Le rôle d'avant, quand j'étais, dans ces grosses startups, je me suis dit: «Bon, on doit être très gros, c'est très processé». Moi, je suis très généraliste, très touche à tout, très curieux. Je faisais le job, mais je me sentais pas très bien tous les jours. Là, je me dis: «Mais c'est parfait, je peux les aider sur, le produit, les sales, recruter, quel contrat on fait avec un advisor, quel pourcentage on donne, comment on fait des KPI». Donc je me sens vraiment très très bien par rapport à cet écosystème-là. Justement, tu parles de KPI et cetera, pour toi aujourd'hui,
quels sont les indicateurs que tu analyses justement pour aider ces startups à se développer? Et est-ce que tu as une méthode de coaching, on va dire? Alors, les KPI, ça va vraiment dépendre du stade de développement. Généralement, les KPI de startups plus grosses qui viennent dans les marchés ici, ça va être, en gros, essayer d'avoir une idée de la longueur du cycle de vente, de la taille du marché qu'on peut récupérer, du pourcentage de revenus total qu'on peut avoir de ces pays-là. Encore une fois, la startup, elle va se demander: «Est-ce que je mets 1 million sur la table pour aller au Royaume-Uni, aux US ou en Asie?» Généralement, quand on se pose cette question-là, ça va toujours être plus simple d'aller aux États-Unis, parce que c'est un marché qui est quand même plus, unifié, on va dire, à bien des égards, qui va plus vite, où les boîtes achètent facilement des prestations. En Asie, c'est, le bazar, c'est long, on ne sait pas pourquoi les gens disent oui et ils font l'inverse après. Donc les KPI dépendent beaucoup de ça. En early stage, ça va être des KPI plutôt de traction, de départ, c'est-à-dire est-ce qu'on a, des proof of concept, des POC? Est-ce qu'on arrive à avoir des premiers clients, sur le même produit? Est-ce qu'on a en gros une espèce de commonalité du produit? On évite de refaire un produit séparé pour chaque nouveau client qui rentre, dans le pipeline. Quand on est en late stage, c'est assez facile à faire. On a des belles références et on dit: «Bah, faites comme ma référence qui a bien réussi et puis voilà, vous voulez autre chose, mais c'est ça qui marche». Quand on est en late stage, on n'a rien à montrer. On dit: «Bah, on a une bonne idée» et puis le client va venir vous squeezer en disant: «Mais moi, je veux ça, 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 ça» et puis le piège, c'est de faire des produits trop typés par type de client et ce qui fait que derrière, on a du mal à scaler parce que chaque client va dire: «Ah ouais, mais moi, j'aime pas ça», et voilà, il faut arriver à être, droit dans ses bottes avec son produit et dire: «Non, mais Mmh. c'est comme ça, on peut customiser à outrance, mais il y a un moment où il faut juste avancer et puis c'est des coûts d'opportunité à régler». En termes de coaching, je dirais, alors le coaching, c'est assez nouveau pour moi puisque c'est un peu le rôle que j'ai aujourd'hui dans ce fonds VC fintech et Oui. qui m'a un peu surpris. On m'a embauché, on m'a dit: «Ah, tu verras, c'est beaucoup de coaching» et moi je leur ai dit: «Je sais pas si je suis un très bon coach. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe, donner du feedback» et en fait, il faut être assez adaptable, je dirais, par rapport aux demandes des startups. Parfois, elles veulent, un soutien un peu émotionnel. C'est le cas des fondateurs ou fondatrices qui sont, seuls à monter leur boîte. Parfois, c'est sur des sujets de vente, parfois c'est sur des sujets d'expansion internationale. En fait, moi, ce que je leur dis, c'est que je n'ai pas toutes les réponses à leurs questions, mais par contre, je vais être le point de contact un peu, on va dire, tous les 2 semaines, je vais les rencontrer, lister, ce dont elles ont besoin et puis moi, je vais regarder si moi j'ai les réponses ou sinon mon réseau ou si je peux les référencer, à quelqu'un d'autre, qui peut les aider. Donc c'est presque plutôt un rôle d'aiguilleur, sachant que c'est des startups qui veulent souvent des résultats très pragmatiques. Donc en coaching, très souvent, moi ce que j'ai vu et ce qui fait que je suis jamais, confortable avec ce mot, c'est que le coach va renvoyer plus de questions qu'on en a posées. Moi ça me gonfle, vraiment. Je trouve qu'on doit apporter des réponses, très nettes, des contacts commerciaux idéalement. Donc à chaque fois, je leur dis, voilà, on ne va pas poser des questions à chaque fois. On va essayer de savoir, qu'est-ce qu'on peut craquer là dans la quinzaine. En startup early stage, on a peu de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pas plus de questions, c'est plutôt plus de réponses et on y va et puis après on ajuste. Mais j'essaie d'être assez, directif quelque part. Moi, je me rends compte que ces entrepreneurs sont souvent bons sur une ou 2 parties du business. Ça peut être des gens, brillants dans le produit et dans l'équipe. Mais par contre, marketing et sales, ils sont vraiment très loin de voilà les fondamentaux. Donc c'est vraiment essayer de les aider à combler les grosses lacunes sur lesquelles ils ont besoin d'avancer, sachant qu'en early stage, le seul objectif, c'est de lever et aujourd'hui, pour lever, il faut des ventes. Donc c'est vraiment un focus qui va être très autour de, arrêtons de parler du produit, des features, des test customers, comment on peut vendre, pourquoi ça ne vend pas, si on a un client gratuit et qui refuse de payer, pourquoi il refuse? Est-ce que c'est pas assez convaincant? Donc je vais vraiment essayer d'être très, très, ancré sur ce côté, faire rentrer du chiffre d'affaires qui va vraiment être quasiment le seul point de données qu'un VC va regarder. Les VC, ce que j'en ai appris là, après quelques mois à bosser dans cet incubateur, c'est que c'est des gens assez peu spécialisés en général, qui voient passer beaucoup de dossiers. Donc ils ont pas le temps d'aller dans le détail et c'est normal, hein, de se dire: «Ah oui, alors cette boîte-là, peut-être que dans 2 ans, elle pourrait faire ça». En fait, ils ont besoin de voir vraiment une traction. C'est ce point de données qui va dire si la startup, elle est pertinente ou pas. C'est pas, la bonne équipe, la bonne vague de techno. S'il y a de la vente, ça va aller. S'il y a pas de vente, c'est un risque en plus, quoi. Donc j'essaie de focaliser vraiment sur ça, ouais, sur la partie vente. OK. Tu t'accompagnes à peu près combien de startups par an, actuellement sur la phase précise, ouais?
Là, je dirais en early stage, je suis sur, une trentaine d'entreprises par an. OK. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est pas des points hebdomadaires non plus avec chacune. Il faut aussi que moi ça me force à trouver le le bon tips au bon moment. Parfois, c'est une intro qualifiée, parfois c'est un feedback sur le deck, qui est pas top, on comprend pas bien. Parfois, c'est juste de les aider à couper sur tout ce qu'ils veulent faire sur le produit qui est toujours trop ambitieux par rapport à ce qu'ils peuvent vendre derrière. Et j'en ai, je dirais, 4 ou 5 qui sont plutôt growth stage. Donc là, ça va être souvent sur des logiques d'expansion internationale et de montage d'équipe. Qui on recrute, comment on les motive, quels contrats on leur donne, c'est quoi leur KPI. C'est souvent des boîtes qui ont bien réussi dans un ou 2 pays, leur, pays d'origine. Donc là, je pense, par exemple, j'ai une boîte coréenne qui est dans le hospitality, donc c'est un SaaS qui est vendu aux hôtels. Alors en Corée, le fondateur est très connecté, donc en fait, c'est le seul vendeur de la boîte. En gros, il appelle les directeurs d'hôtels qu'il connaît par son réseau et la vente se fait comme ça. Et donc là, il est en train d'aller dans une autre région du monde, il a pas de réseau et donc il me demande comment je fais pour savoir dans quel marché je vais et une fois que j'ai à peu près le marché en tête, quelle équipe je mets en place. Donc en fait, il faut l'aider à mettre en place une équipe avec, pre-sales, sales, post-sales, donc le truc un peu classique des entreprises en SaaS, hein. Et Mmh. pour eux, c'est très nouveau. Donc c'est rigolo parce que c'est une boîte qui fait peut-être 200-300 personnes en Corée et ils ont pas un seul vendeur. Donc ils ont pas de formation des vendeurs, donc ils ont pas d'incentive des vendeurs et en fait, moi, je leur dis: «Bah, moi, je pense que si vous êtes dans un nouveau marché, alors sauf si vous êtes copain avec, le la fille du prince ou le fils du prince, bah, il va falloir mettre une force de vente, un peu classique, hein, pour ce genre de boîte». Donc ça, c'est des beaux sujets et c'est des accompagnements plutôt, je dirais, formation, structuration pour qu'eux soient en mesure d'atteindre leurs objectifs, commerciaux. OK. Toi qui as justement cette double, compétence et expérience, que ça soit VC et entrepreneuriat, à titre personnel, comment est-ce que tu compares les 2 après avoir vécu, l'aventure d'entrepreneur et aujourd'hui, celle qui est plutôt d'accompagnateur en VC? Bah, en fait, moi, ce que ça me donne envie, c'est de monter mon propre fonds VC parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas compliqué, mais quand on est entrepreneur, déjà, je pense qu'on a une seconde nature qui est de voir les opportunités, plus facilement parce qu'on a une propension au risque, on a une propension à rêver. Alors parfois, ça va jusqu'à le côté délusionnel, hein. On voit des choses qui n'arriveront jamais, mais on se dit qu'on va y aller quand même. Donc ça, je pense qu'on voit beaucoup de portes. Moi, par exemple, en early stage, très souvent, les startups me disent: «Ah oui, mais on en a marre d'avoir des gens qui nous disent qu'on pourra jamais arriver à faire ce qu'on veut faire». Et moi, je me dis: «Mais moi, ça m'arrive pas une seule fois de dire que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver, peut-être pas sous ce format, mais moi, j'ai confiance en vous». Et en fait, le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai un argent limité pour, mettre des chèques dans des startups. À chaque fois, je me dis: «Tain, mais ça, c'est tellement un truc, hyper intéressant. Juste envie de mettre un ticket de, 5K, 10K et de les aider au fur et à mesure». Donc ça, je pense que le côté entrepreneuriat donne ça et le côté VC, c'est plutôt, je dirais, ce que moi j'ai appris ces derniers mois, c'est, à quel point alors il y a cette logique de portfolio où on sait que c'est quelques boîtes du portfolio qui vont vraiment, être ce qu'on appelle les fund returners, hein, donc c'est les boîtes qui vont, rembourser le fonds, et surtout, donner du gros profit, pour les investisseurs. Donc Tout à c'est fait. arriver à accepter que sur 100 boîtes qu'on accompagne et ben, il y en a 80 qui vont mordre la poussière, donc il faut arriver un petit peu à ajuster le tir. On peut pas donner du conseil, du temps à des boîtes dont on sait pertinemment que, c'est quand même mal engagé, ça peut être l'équipe, le produit, le market fit. Donc ça, c'est pas simple à faire parce qu'on a envie d'être, gentil avec tout le monde, mais bah, il faut optimiser et qu'il faut plutôt donner beaucoup plus de temps à ceux qui sont déjà très bons pour qu'ils aillent encore plus haut plutôt que d'essayer de, voilà, combler les trous, dans les coques des bateaux qui sont malheureusement, déjà un peu à demi noyés. Il y a ça et il y a le côté, effet de mode qui est quand même très, très fort chez les VC. Donc là, il y a beaucoup de choses autour de l'AI évidemment et alors moi, il y a des entreprises dans lesquelles j'aurais pas investi dans les 2 cohortes dont je m'occupe en ce moment, et c'est les 2 qui ont levé le plus facilement. Parce qu'on est sur, la bonne thématique, la bonne verticale, le bon moment. J'en suis persuadé que dans 6-8 mois, ce curseur va se déplacer. Donc moi, je suis assez vieux pour avoir vu, différentes vagues d'innovation. Je me souviens qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation, c'était les 3D printing qui était, vraiment le grand thème. On pensait que chacun allait voir une impression 3D
à la maison pour remplacer des boutons de chemise, des semelles de godasses, voire faire de la nourriture. Bon, aujourd'hui, ça semble un peu, passé de mode, mais des modes comme ça, on en voit plein. Il y a sur, la réalité virtuelle, le quantified self, donc aujourd'hui, c'est très focus IA et en fait, le rôle d'un VC, surtout en early stage, c'est quand même de passer le ballon au VC d'après, donc le VC qui va être en seed ou en série A. Donc il y a un côté un peu, patate chaude qui est pas toujours très, comment dire? Très pas très éthique, mais pas très glorieux. C'est-à-dire qu'on investit dans un produit, il faut le repasser très, très vite au stade d'après. On n'a pas envie de s'emmerder avec une startup qui va, en gros, ne pas avoir un follow-on investment derrière nous. Et les VC, comme ils ont cette logique de portfolio où ils voient des centaines de boîtes, ils peuvent pas passer le temps d'être experts sur chacune des boîtes et Mmh. chacune des sous-verticales. Donc il y a beaucoup de mimétisme. Et là, le fait qu'on ait eu OpenAI et Mistral, alors j'ai eu un call juste avant le podcast avec l'une des boîtes du portfolio, qui est la boîte d'AI en question, dans laquelle moi j'aurais pas mis des billes, qui est en train de lever et qui me dit bah là, nous, on se positionne comme le Mistral AI de l'Asie. Et donc je fais bah ouais, ça va être dur de pas acheter ça parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va mettre un gros ticket sur OpenAI, c'est fini, c'est acquis par Microsoft. Mistral AI, le prochain round, il va être très très cher. L'Asie, c'est gros. Est-ce que eux, ça peut être les boîtes qui vont faire ça? Peut-être, peut-être pas. Mais du coup, c'est une tendance qui va être très impactante pour les VC. Ils vont se dire ah ouais, je veux pas louper. À part l'AI, c'est quoi aujourd'hui qui va rapporter, 10 fois ou 100 fois la mise? On ne sait pas. Peut-être qu'elle sera la génétique, peut-être que ça sera autre chose. Mais ça, c'est vraiment, ce côté effet de mode est surprenamment fort et peut-être encore plus en Asie où les VC sont pas très spécialistes. C'est assez rarement des anciens fondateurs de boîtes, c'est plutôt des financiers. Donc du coup, Oui. pour eux, le côté, risque, c'est moins prenant, on va dire, c'est moins le gros driver. C'est plutôt en gros, faut que je fasse ce que les autres font. Voilà, on retrouve un peu le côté, moins de prise de risque en Asie et encore plus sur la partie financière. On veut du ROI. On veut pas changer le monde, on veut du ROI. Donc il y a un peu des effets comme ça à mitiger. Et quand tu dis: «Moi, j'aimerais bien finalement peut-être monter mon propre fonds», c'est quoi? Créer un fonds spécialisé en phase précise, par exemple? Ou justement tu te positionnerais à un autre endroit? En Je pense que si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais effectivement en pré-seed. Donc c'est là où le risque est maximal, mais moi, je serais confortable de le faire, en tout cas, même avec enfin, quand on monte son fonds, je pense que de toute façon, on met un gros ticket dans son fonds, donc ça serait aussi mon argent qui est en risque, hein, pas seulement celui des autres. Et puis je pense que c'est là où on peut quand on a été entrepreneur soi-même, il y a des trucs qu'on détecte. Il y a des équipes où on se dit, eux, ils peuvent aller, loin pendant longtemps. D'autres où on se dit: «Bah, là, à mon avis, il a déjà deux trois jobs, je pense que si sa start-up capote, il va aller sur le plan B et puis il va laisser couler la start-up». Donc je ferais plutôt ça et je crois que je ferais des choses autour, alors l'Inde parce que ça reste un marché qui est immense. Moi, ce que je constate après 10 ans en Asie du Sud-Est, c'est que même des marchés qui apparaissent gros de prime abord, en fait, sont pas si gros que ça, quoi. Et donc là, en Indonésie, qui est un peu le mastodonte de l'Asie du Sud-Est, hein, on parle de 250 millions de personnes, dans un peu plus aujourd'hui. La plus grosse boîte de e-commerce s'est faite quasiment racheter en entier par TikTok et elle s'est fait racheter 1,5 milliard $. Donc c'est microscopique. Ça veut dire qu'on se dit qu'un pays qui est quasiment aussi grand que l'Europe, son leader du e-commerce, il vaut 1,5 milliard. Donc moi, quand j'ai lu la news, je me suis dit, il y a la virgule est pas même pas bien mise, ça doit être 15 milliards au moins, quoi. Et en fait, non, parce que, bah, ça reste des économies assez petites. Le PIB par habitant est pas très élevé, donc c'est beaucoup de volume, mais en valeur, c'est pas énorme. Et je Mmh. me dis: «Si je devais monter quelque chose, il faut des marchés qui soient, mouse». Donc ça va être Chine, mais Chine, c'est compliqué aujourd'hui. L'Inde, hyper excitant, ça pourrait être les boîtes, asiatiques qui visent les US. J'en ai vu une, pas plus tard qu'hier, qui faisait du credit scoring pour les étudiants chinois qui vont aux US. Donc comment les aider à avoir des prêts dans les banques américaines. C'est un flux qui est énorme aujourd'hui et là, je me dis: «Ça, c'est intéressant». Mais il y a déjà des VC qui font ça et voilà, j'aimerais trouver quelque chose d'un peu unique, mais ça serait un angle possible, ouais. Est-ce que est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant auquel tu as dû faire face dans ta carrière? Marquant et insolite? Bah, il y en a toujours pas mal, hein, mais je dirais que alors j'ai eu comme client une époque, DBS qui est la 1re banque, privée singapourienne, enfin banque privée, c'est pas privée par rapport à ses clients, mais on va dire, capitalistiquement privée.
Et vraiment, découvrir à quel point les entreprises les plus brillantes en Asie considèrent, leurs agences comme des esclaves, je le savais un peu, mais à ce point-là, pour moi, c'était étonnant. Donc la cliente que j'ai signée, on était dans une espèce de relation, séduction commerciale jusqu'au bout, jusqu'au closing. Et donc elle m'a fait faire des versions de la propale, voilà, par dizaines, mais bon, il fallait absolument ce logo, donc je l'ai fait. Et puis après, ça a été, voilà, les appels constants à 6 heures du mat, je pouvais pas déléguer. Donc je lui dis: «Bah, moi, j'ai une chef de projet qui va être ton interlocuteur». Elle dit: «Non, non, non, c'est toi que je vais appeler, c'est toi qui vas répondre». J'ai compris que j'avais pas le choix. Et puis j'ai été, donc on était une mission où on devait emmener, je crois, une quarantaine de personnes de son comex, en Chine. Et elle m'a dit: «Bah, tu vas aller en Chine, tu vas aller commander les plats dans les restos que tu recommandes et tu vas me montrer des photos de l'assiette». Et je l'ai regardé, j'ai fait, «Je peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi». Et donc je l'ai fait parce que c'était la demande. Mais il y a une exigence, des clients en Asie. heu je dis pas que les clients européens sont pas exigeants, mais la notion de service en Asie est bien plus élevée. D'ailleurs, on va dans n'importe quel hôtel ou compagnie aérienne en Asie, on comprend, hein, on se plie en 4 pour le client, tout le temps. Et puis on fait pas de voilà, c'est ça, c'est la différence culturelle avec la France. Avec la France, on commande un café au bar, on se fait à moitié insulter, c'est normal. En Asie, c'est vraiment, tapis rouge tout le temps. Les clients sont hyper exigeants, donc ça, c'est vrai que c'est des moments où il faut s'adapter. Et si on veut ces deals-là, il faut, vraiment, faire dos rond, il faut montrer de la seniorité. On peut pas donner des petits piou-piou, semi-stagiaires ou juniors, à un bon client. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'était quand même des gros chocs. Mais sinon, je pense que d'autres chocs, c'est à quel point, des entreprises européennes peuvent louper des marchés en ayant justement, des manières de voir de ces pays-là qui sont encore trop proches de leur culture, d'origine. Et donc, moi, j'ai souvenir d'avoir accompagné une grosse boîte de produits laitiers en Chine. D'accord. Et voilà, ils étaient sur la cible des millennials et des nouveaux parents. Et j'avais demandé lors d'un atelier à toute l'équipe, dont le directeur Chine, d'aller, dans la rue, faire des entretiens avec, des jeunes parents et des futurs parents. Et il est revenu, il m'a dit: «Bah, j'ai vu personne». Alors on était à Shanghai, sur, Nanjinglo, qui est l'équivalent des Champs-Élysées de Shanghai. Et je me dis: «C'est quand même bizarre que je vous ai envoyé 2 heures», c'était avant le covid, hein, et que vous n'ayez rencontré personne, qui soit, en gros, dans la sphère, parents ou, would be parents. Et je lui dis: «Mais racontez-moi ce que vous avez fait». Et en fait, lui, il a été dans un supermarché, se planter en face du rayon yaourt. Il est resté 2 heures, il y avait personne, c'était 11 heures du mat. Il est revenu en disant: «Bah, il y a pas de consommateurs dans la rue, quoi». Donc c'est vraiment des manières où on se dit, c'était dur pour, ce directeur de se dire que le port, c'est pas juste, le client tel qu'il est dans le pays d'origine, en France en l'occurrence, et on essaie de le transposer à nos sauces chinoises. Supermarché en Chine, c'est pas des gros marchés, c'est très online déjà. Et puis les Chinois qui à l'époque, maintenant aussi ont beaucoup de sujets sur, la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire. Pour cette boîte en question, il y avait un boulevard. Et je me suis dit: «C'est une boîte qui est pas capable de prendre ce boulevard, parce qu'elle n'est pas armée, culturellement en termes d'agilité». Alors on imagine bien que, le boss, dans sa tour à Paris, va regarder tous les datas et va se dire: «Mais moi, c'est le même yaourt que je vais vendre aux mêmes gens dans toute la planète». Mais je pense que ça leur fait louper des opportes. Et d'ailleurs, très souvent dans ces pays-là, ce sont des marques locales qui finissent par, grandir en se disant: «Bah, moi, je vais proposer quelque chose qui est plus pour ce marché-là, en termes de goût, en termes de marque, en termes de distribution». Et je trouve qu'il y a des opportes qui se perdent. C'est aussi dû à la notion de temps. Très souvent, quand on vient d'Europe et quand on va en Asie, et je le comprends, on a envie de faire quelque chose d'assez rapide. On se dit pas: «On va se marier avec l'Asie pendant 10 ans», comme moi je l'ai fait, sans le vouloir au départ, hein. Mais je crois que c'est un continent dans lequel c'est difficile de se dire qu'on peut faire un quick win. Je vois pas un pays où les gens vont ouvrir le marché comme ça rapidement. L'Europe, c'est loin, c'est fragmenté, c'est pas forcément leader dans les secteurs dans lesquels ils sont eux. Donc ce côté temporalité, commitment aussi sur les marchés. On veut savoir que vous vous intéressez, que vous êtes pas juste là pour, voilà, vendre vos produits et rapatrier la marge, à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Et je j'ai pas vu beaucoup d'entreprises avec, des vrais succès de localisation. Et je le Mmh. comprends, c'est compliqué de localiser. Ah oui, il faut, revoir les produits, revoir le cycle de vente.
Ça crée de la complexité. En Europe, on a de la complexité aussi, hein. Les marchés sont très différents les uns des autres. On vend pas en Pologne pareil qu'au Portugal ou au UK. Mais j'ai l'impression que du point de vue, de l'Europe, l'Asie, ça reste une Asie assez monolithique. Alors il y a des différences, mais on aimerait bien qu'il y en ait moins. Et alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de différences et même dans un pays comme la Chine ou comme l'Inde, il faut refaire beaucoup de découpage, entre, les côtés d'intérieur, entre les villes numéro 1, les villes numéro 2, entre les populations, de la majorité ethnique et les populations de la minorité ethnique. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances et à l'échelle de l'Asie, on parle quand même déjà de volume en millions de personnes donc c'est des choix qui sont quand même intéressants à garder, quoi. Mmh. Tout à fait. On parle de challenge situationnel, on est revenu aussi sur la différence de ton cursus entre entrepreneuriat et accompagnement, au sein d'IVC. Des situations difficiles et stressantes, je pense qu'il y en a de nombreuses dans ton quotidien. Comment est-ce que tu les gères? Je dirais que, quand on est entrepreneur, ça fait partie de ce pourquoi on vit. Déjà moi j'ai tendance quand j'avais mon entreprise de conseil avec des employés, donc maintenant je suis, un peu freelance de luxe, hein, je suis tout seul, j'ai besoin de personne pour faire mon boulot. Mais quand j'avais des personnes dans mon équipe, je leur disais: «Mais les meilleurs clients, c'est les clients durs, pénibles et vraiment compliqués. C'est eux qui vont nous apprendre des choses, on va essayer de mieux faire comme ça, si un client similaire, vient, 2 mois après, on va pas être, autant dans la souffrance. Les clients simples, bon, c'est cool, mais c'est pas comme ça qu'on apprend et quand on est entrepreneur, je pense qu'on a envie d'apprendre pour se différencier comme ça. Donc je pense ça fait partie du lot, Toi, à titre personnel, comment est-ce que tu gérais ça? bah, je dirais que d'une part, on n'a pas le choix. Après le choix, c'est, soit on reste à bord, on se prend ses problèmes et on les adresse, hein, à mesure qu'ils arrivent. Soit on lâche l'affaire et quand on lâche l'affaire, on a 2 options, hein. Soit on retourne dans une boîte. Moi, je crois que j'ai un petit problème avec, l'autorité et bosser pour d'autres personnes. Alors c'est un bien et c'est un mal, mais c'est comme ça. Donc du coup, je me suis dit, «Tain, le repoussoir d'aller bosser pour quelqu'un d'autre, c'est quand même très, très fort». Donc voilà, c'était entre devoir me coltiner une situation compliquée, mais duquel je suis décideur et qui va m'apporter beaucoup à moi, monétairement ou en termes de réputation, en termes d'expérience ou aller me planquer chez quelqu'un et de toute façon, il y aura d'autres sujets aussi compliqués. Au final, pour moi, c'était assez vite, vu et je dirais que plus on fait face à ces situations, plus on se dit: «Bon, de toute façon, ça fait partie du lot, les hauts, les bas, c'est comme ça» et je pense que c'est la vraie différence entre entrepreneur et rester dans une boîte, quelle qu'elle soit. Dans une boîte, ça reste assez rectiligne, il y a des problèmes, mais globalement, on s'attend pas à avoir un yo-yo aussi fort qu'en entrepreneuriat où en gros, le prochain trimestre, on peut faire son chiffre d'affaires, on peut ne pas le faire, on peut le doubler, on n'en sait rien. Ça crée vraiment une espèce de volatilité émotionnelle, mais plus on se tape ces pics et ces bas, plus ils sont, on va dire, moins, létaux, moins, on va dire, douloureux à faire et au final, après, on se rend compte que quand on parle avec des gens qui sont dans des entreprises, notamment des grandes entreprises, la taille de leurs problèmes, elle semble pas, très grosse par rapport aux problèmes que nous, on a pu avoir. On se dit: «Ouais, bon, on est avec ton collègue, je sais pas, pose ta dème et trouve notre boîte, quoi» et déjà pour les gens d'entreprise, c'est quelque chose de très compliqué de faire ça. Donc là, il y a eu beaucoup de licenciements dans la tech les derniers mois, partout, mais en Asie également. Il y en a eu chez Tout à fait. Lazada qui est le numéro 1 du e-commerce, la semaine dernière à Singapour. Donc tout le monde était plein, d'empathie, «Mon Dieu», machin et je leur ai dit: «Bon les gars, vous avez passé 5 ans dans les plus grosses boîtes de la région avec des stock options, des salaires, surévalués par rapport au marché, avec un réseau de ouf, faut arrêter de pleurer, quoi». Si c'était pas la bonne boîte, bah, montez la vôtre, vous aurez une meilleure, accountabilité, une meilleure responsabilité. Donc moi, je suis aussi intervenant à l'ESSEC et dans les écoles de commerce et ce qui m'étonne toujours, c'est à quel point, même jeunes, les gens ont envie d'aller dans des endroits rassurants. Donc dans mes promos ESSEC, 95 vont dans les grands comptes, dans les agences de conseil. Alors pareil, moi j'ai fait pareil à mon époque, hein, donc je leur jette pas la pierre. Mais je trouve qu'avec le recul, la vie étant courte, la vie pro encore plus courte. Moi, à 40 ans, je commençais à me dire: «Bon là, j'ai encore 10 ans, prime et puis après ça commence à être le début de la fin, hein, 50 ans, il y a personne qui veut nous embaucher». Je leur dis: «Là, les quelques premières années entre 23 et 28 ans, faut vraiment, essayer d'être le plus, wild possible parce qu'une fois que ces années-là sont passées, bah, vous êtes comparés par rapport aux gens de votre génération
qui ont, eux, fait 5 ans et cetera. Donc il faut vraiment se lancer rapidement, quitte après à se dire: «Bon, bah, c'était pas pour moi», mais bon, c'est facile de reprendre, une carrière corporate à 27-28 ans. Difficile à faire. Moi, je vois plein de gens qui veulent lancer des startups, mais il y a une telle, emprise de la culture grand groupe, que ça soit, le salaire, la prédictabilité, le fait qu'on fait pas grand chose dans ces boîtes d'être très concret. Alors, on fait des réus, on fait du stakeholder management, mais quand on est en entrepreneuriat, on ne fait pas ça. Il faut, juste, prendre un produit, le vendre, se prendre 40 Mmh. baffes, espérer que la 41e ne sera pas une baffe, mais sera un deal clos. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on désapprend et qu'on perd beaucoup en étant dans des structures moyennes ou grandes, où quelqu'un va le faire, on est un rouage dans la grande mécanique. Donc voilà, moi je pousse toujours mes étudiants à y aller, mais la réalité, c'est que assez peu le font au final. Tu redis-moi, tu interviens, pour quel sujet à l'ESSEC? Donc je suis, intervenant sur, un cours qui s'appelle Innovation Management in Asia. OK. Voilà, donc c'est vraiment apprendre comment innover, comment les entreprises, s'attaquent à ces sujets d'innovation. Comment on fait des proof of concept, comment on mobilise, son CEO pour avoir du buy-in pour faire de l'innovation, sachant que tout le monde veut en faire, mais personne ne le fait au final. Et puis voilà, étant, angel investor et maintenant dans le monde VC, chaque fois je leur dis: «Mais lancez des boîtes, moi je serais ravi d'être, le premier à mettre un chèque, hein. Si je crois en vous et que vous êtes très jeune, allez-y». Mais c'est pas si simple que ça, je pense, pour les jeunes diplômés de le faire. En tout cas, Ouais. ceux que j'ai, peu le font, peu le font. On parle de cours que tu dispenses. Il y a un tournant que tu as donné à ta carrière en, commençant une thèse. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de cette thèse que tu fais avec l'université Paris-Dauphine? Ouais, tout à fait. En fait, pour moi, alors j'ai un cycle d'attention qui est assez faible, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Moi, tous les 3-4 ans, j'ai vraiment besoin de sentir un effet de renouveau. Donc finalement, quand le covid a balayé ma boîte, j'étais presque content intérieurement parce que je me suis dit: «Bah, là, c'est une espèce d'événement incontournable qui va m'obliger à sortir ce truc-là». Je voulais en sortir, mais je ne savais pas bien comment faire. Une boîte qui marche, c'est dur d'en sortir. Une boîte qui marche plus ou pas très bien, même, momentanément, c'est facile de le faire. Après, il y a eu ce fonds dans lequel j'étais et les scale-up que j'ai accompagnés. C'était dur, mais bon, il y avait un terme à la mission et puis j'ai retrouvé ce rôle en early stage, donc c'était bien. Et je me suis dit intellectuellement, j'aimerais bien quelque chose qui me projette là dans la décennie à venir. Et puis voilà, quand on a 40 ans, bah, il y a la crise de la quarantaine. Je pense pas que je l'ai faite de manière très symptomatique, mais on se dit quand même: «C'est quoi qui va me porter sur ce nouveau cycle?» Moi, je suis arrivé en Asie, j'avais 28 ans, donc 28-40 ans, j'ai monté mes boîtes, bossé pour d'autres, ça a bien marché. J'avais plutôt l'impression de recueillir des données pour, d'augmenter mon stock de munitions en me disant, pour le coup d'après, pour une boîte que je monterais ou un fonds que je monterais, mais c'est plutôt en gros: «OK, j'apprends, puis après il faudra un truc». Et je me suis dit une voie de sortie possible pour moi, qui suis vraiment consultant freelance, pour tout le monde. Heu, je me suis dit: «Bon là, j'aime bien vendre, mon temps, c'est bien. Est-ce que j'aurais envie de faire pareil à 50 ans, à 60 ans? On verra, j'aurai peut-être pas la même énergie». Et je me suis dit: «C'est quoi les bons jobs, les bons rôles quand on est plus âgé et expérimenté et que personne va nous recruter?» Ça peut être les rôles de professeurs dans les écoles de commerce notamment, mais il y en a d'autres, hein. Et je me suis dit: «Bon, bah, pour faire ça, il faut un PhD». Et puis en regardant donc un doctorat et puis en regardant un peu de plus près, je me suis dit: «Mais en fait, ce serait peut-être un beau moment pour, reprendre ce sac de connaissances que j'accumule de manière très expérimentale et très empirique depuis, 10-12 ans, de trouver des cadres de pensée dans lesquels ça peut s'agencer et puis de répondre à des grosses questions». Parce que moi, depuis plusieurs années, je me dis: «Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de taux de casse quand les startups vont à l'étranger?» Il y a quand même de l'argent qui est en jeu, il y a des investisseurs qui signent, hein, qui disent: «Bah oui, on va en Chine, au Japon, en Indonésie», c'est des grosses sommes. Pour l'entrepreneur, qui a monté sa boîte, ça peut être une manière d'augmenter son exit, mais aussi de la planter. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux et du coup, quand on m'a parlé de ce format de thèse, je me suis dit: «Bah ça, c'est un truc qui m'intéresserait». C'est un sujet managérial. C'est un sujet sur lequel, j'aimerais bien penser un peu différemment que ce qu'on voit en ligne, hein. Alors en ligne, quand on veut faire de l'expansion internationale, le 1er truc qui sort, c'est ce qu'on appelle les playbooks. Les playbooks, c'est des espèces de guides, c'est un peu le guide du routard de la boîte qui veut aller à l'international. Alors,
C'est un peu tarte à la crème. C'est des bons outils marketing pour ceux qui les publient en mode, voilà, je suis un fonds VC, je vais faire un playbook, aller en Asie, aller aux US. Ça va attirer tous, les entrepreneurs qui sont intéressés par ça. Mais je trouve qu'entre ce qui est proposé dans ce guide et la réalité, il y a un gap qui est énorme et surtout ces playbooks n'ont pas résolu le taux de survie, très faible des startups à l'étranger. Donc quelque part, cette thèse, c'est quasiment, l'anti-playbook. C'est comment on va dans les détails et avoir 4 ans pour le faire, c'est la bonne durée, en se demandant, voilà, quels sont les endroits de cette expansion qui vont bien, vont moins bien, sont peu explorés et sur lequel, en tant que, bah, idéalement futur, docteur et prof, on peut apporter une méthode qui peut-être va attirer des gens, demain. Donc les questions que je me pose, en fait, sont beaucoup autour de la personne du fondateur ou fondatrice de l'entreprise qui veut s'étendre et ce que je me demande, c'est comment cette personne, s'informe du monde. Alors en France, on a des profils relativement internationaux parce qu'on peut pas avoir un succès, massif d'exit avec la France uniquement. Il faudra au moins 2-3 pays d'Europe, voire les US. Donc d'emblée, on est sur des fondateurs ou des fondatrices qui sont quand même déjà assez, conscients qu'il faut s'étendre. Mais ça augmente pas le succès pour autant. Donc je me demande comment ces personnes-là voient le monde et se disent de manière un petit peu intuitive, ou cognitive, c'est là qu'il faut aller pour que mon entreprise cartonne. Alors ça peut dépendre de son industrie, de son affinité, ça dépend de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de qui on connaît. La deuxième question qui m'intéresse, c'est comment on décide, une fois qu'on a une espèce d'information du monde et qu'on se dit: «C'est là qu'il faut aller», comment on y va? Avec qui? Sous quel format? Alors quand on s'étend à l'international, on peut faire plusieurs choses. On peut envoyer ses troupes, on peut envoyer des juniors, on peut envoyer le boss. Par exemple, Shopee qui est le gros du e-commerce dans la région. Le boss qui est chinois-singapourien, il s'est installé en Indonésie il y a maintenant 3 ans. Il a vraiment montré que ça lui tenait à cœur de piger ce marché qui allait être peut-être le plus gros de ces marchés. Mais il y a peu de boîtes, hein, dans lesquelles le fondateur ou la fondatrice, prend ses clics et ses claques et dit: «Bah, moi, je quitte le bureau que j'ai créé, je vais à l'autre bout du monde». Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et la troisième chose qui m'intéresse, c'est, une fois que la décision a été prise, quelle, marge de manœuvre se donne cette équipe de fondateurs, investisseurs, équipe, d'opérations locales pour redresser le tir? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'insuccès, beaucoup d'incertitudes. Il y a une très grosse différence entre ce que le playbook, nous a raconté et puis ce qu'on voit. Une fois qu'on y est, comment on ajuste? Donc là, il y a des notions, que je commence à peine à explorer, hein, avec la thèse, de ce qu'on appelle des stratégies émergentes. Donc c'est pas des stratégies délibérées qu'on construit dans le confort de, son QG de start-up à Paris et on se dit: «Bah là, j'ai un beau business plan, un bel Excel, on y va». Heu, Ça, beaucoup le font et je pense qu'il y a peu de, résultats derrière. Stratégie émergente, c'est, on y va, on va se donner un espèce de cadre d'apprentissage parce qu'on sait pas vraiment ce qui va marcher ou pas et très souvent les VP Asie de boîtes européennes, ici, ils disent: «Mais en fait, la seule stratégie, c'est, la stratégie de la forêt de bambou». Donc ça, je crédite cette expression, extraordinaire à Alexis de Fontenay qui est un bon camarade en Asie et qui pilote pour l'instant, la Venture Asie de Miracle, qui est une très, très grosse boîte de SaaS française et qui m'a dit: «Mais la forêt de bambou, c'est ça, c'est on plante des graines partout, ça monte pas, on sait pas trop et puis après il faut, une fois qu'on a vu, la première phase de croissance du jardin et ben, on va resserrer un petit peu, le focus sur, les branches qui ont le mieux poussé». Mais c'était une manière de dire que c'est très, très dur de faire un plan a priori, avec un gros niveau de certitude dans des marchés qui sont lointains, avec des cultures différentes, avec des cycles de vente différents. J'ai vu il y a pas très longtemps et j'avais pas vu cette data avant là, une étude qui raconte la propensité à payer de clients de différentes parties du monde et en fait, ils disent que, bah, par exemple, les Américains ont une grosse propensité à payer. Ça veut dire qu'un Américain qui voit un problème, si quelqu'un lui apporte une bonne solution, il va avoir une forte, chance, de le payer en se disant: «Bah, moi, j'ai pas envie de m'attaquer à ce problème-là. Tu m'as montré une bonne solution, je vais payer et tu vas le faire et puis si ça marche pas, on changera de garde». En Asie, c'est l'inverse. En Asie, la propensité à payer est très, très faible. En gros, une boîte asiatique qui vend un problème va se dire: «Alors, il y a un problème, on montre des solutions, je vais d'abord essayer de le faire moi-même». Parce qu'en Asie, on a de la main-d'œuvre, pas chère à l'échelle, et puis si ça marche vraiment pas, si j'ai vraiment souffert pendant 2-3 ans, peut-être que je vais reprendre un appel avec, ce SaaS, français ou, européen qui me proposait la solution. Donc c'est ce genre de choses que je trouve intéressant de regarder pour savoir comment on peut naviguer ces marchés, très différents culturellement
et qui, malgré tout, reste attractif parce que, bon, là, on est encore, au début du siècle, hein, mais la taille d'économies comme, la Chine, comme l'Inde, le Japon, on dit que c'est un pays qui est en train de mourir. Bon, c'est quand même la 3e économie mondiale, hein, donc c'est très, très gros, avec de très gros corporates, qui exportent beaucoup. La Corée aussi. Comment on vend à ces pays-là? C'est vraiment le sujet dans lequel je veux me plonger avec cette thèse et puis idéalement en sortir des méthodos, des Mmh. frameworks et je pense idéalement des formations pour des fondateurs et des fondatrices qui se disent, on peut prendre une voie un peu, solution sur étagère, mais je pense qu'il faut aller vraiment dans le détail de ces pays pour, arriver à avoir un succès, à l'échelle de ce que ces entreprises veulent faire, c'est-à-dire, générer, 10-15-20 de l'Asie. C'est des gros chiffres, mais c'est ça qu'on aimerait avoir, ouais. Ouais, bien sûr. Et ta démarche scientifique par rapport à ta thèse, quelle est-elle? Parce que tu me parles de personnes que, tu, interviewes potentiellement, sur la France et plusieurs pays et cetera. C'est des individus que tu vas suivre pendant 4 ans? C'est des personnes qui, justement, ont terminé toutes ces phases-là où tu vas analyser, en fait, en retour d'expérience? Hem, Comment est-ce que tu articules pour sortir, en Mmh. fait, Ouais, l'expérience d'individus et en faire des schémas, ouais, tout à fait, et des méthodos tout simplement? tout à fait. Bah, ça, c'est un peu la question qui va m'occuper la première année, donc là, j'ai vraiment commencé, je suis un peu en mode défrichage. La question de la méthodo, c'est un choix qui est important parce qu'on a un temps limité évidemment pour le faire. Je pense que ce qui va m'intéresser, c'est une approche assez ethnographique au final, dans lequel je serais idéalement une espèce de Jimmy Cricket, de 4-5 entrepreneurs, idéalement de contextes, géographiques et sectoriels très différents. Donc là, le ce fondateur coréen qui va au Moyen-Orient avec sa boîte d'hospitality, hyper intéressant. Je suis en train de parler à un entrepreneur, français qui est déjà aux US et qui se pose des questions sur, l'Asie, ça m'intéresserait beaucoup. J'aimerais bien trouver peut-être un entrepreneur, zone Moyen-Orient qui veut aller, en Asie ou aux US pour voir un peu comment ces gens-là pensent et puis peut-être effectivement avoir une sorte de côté un peu, monographie, ça pourrait être une manière de le faire. Après, il pourrait y avoir des méthodes, quantitatives. Regarder, toutes les boîtes du Next 40 en France, par exemple, qui ont été à l'étranger et regarder avec des points de données, très précis. Qu'est-ce qui a été mis sur la table en termes d'investissement? Combien de personnes? Qu'est-ce qu'on en retire comme data en termes de vente, en termes de longueur du cycle de vente, en termes de profitabilité, en termes d'impact sur l'exit? Ça pourrait être une manière de le faire. Il faudra faire des choix. Ma culture peut-être va plus me porter sur une approche un peu ethno, avec ce côté, essayer de profiler, vraiment, un groupe de fondateurs, fondatrices dans les questions que ces personnes se posent. C'est quand même des questions assez lourdes, hein, elles sont pas simples à résoudre. Je pense que quand on est en Europe, on n'a pas forcément tant de parties prenantes à laquelle on peut parler pour, évoquer ce sujet. Je pense qu'on va se diriger vers d'autres fondateurs qui ont fait ce move avant nous. Mais pareil, un fondateur ou une fondatrice qui a fait le move il y a 10 ans, est-ce que c'est le même contexte? Non. Aujourd'hui, on est dans une époque où les taux d'intérêt sont plus élevés, donc avoir réussi une expansion il y a 10 ans aux US en mode, zero rate, c'est pas tout à fait pareil qu'une expansion, 2023 où, les VC et le marché est quand même beaucoup plus orienté sur la profitabilité plus que la taille du marché et du revenu. Donc voilà comment je regarde ça. Mais ce sera intéressant effectivement d'accompagner quelques entrepreneurs, différents contextes géographiques pour essayer d'avoir un petit peu de commonalité et puis pas être trop biaisé sur, que des Français qui vont aux US ou que des Français qui vont Mmh. en Asie. Mais voilà et au final, les gens me disent: «Ah 4 ans, c'est hyper long». En fait, ça va hyper vite parce que le temps de défricher, choisir la méthodo. Il y a quand même des écoles de pensée auxquelles on se rattache. Là, j'ai lu dans un des articles que j'ai rencontré, toute une théorie autour de chaos theory. Donc en fait, chaos theory, c'est quelque chose qui vient de la physique. Moi, je suis pas du tout scientifique, donc je connaissais pas ça du tout, et qui dit que dans le monde physique, il y a certains agencements, qui vont être déterminés par, le chaos. Donc en gros, il y a pas de règle apparente et puis au final, il y en a quand même une qui sort. Et ça, je me dis: «Waouh, le chaos theory, ça veut dire qu'on accepte quasiment d'aller dans un pays étranger en mode: "On ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas la peine de faire des méga plans" et par contre, il faut vraiment, mettre en place u un mode d'organisation qui va être apprenant
assez agile, avec assez, d'interaction avec le centre pour, voilà, comme ça, itérer rapidement et ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai jamais vu dans les startups que j'ai accompagnées. Au contraire, on est plus souvent dans la grosse artillerie en mode, on passe 1 an et demi, parfois plus, à faire des énormes plans. On va disséquer les pays, on va prendre les parts de marché, les machins, les machis. On se rassure, c'est un peu du remplissage, il y a pas de mal à ça et puis derrière, le problème, c'est que quand on a fait 1 an et demi sur un business plan avec des dizaines de lignes dans un tableur, c'est difficile de dire, à l'entité, décisionnaire de la startup, «En fait, désolé, ça colle pas. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait?» Alors pourquoi on a passé 1 an et demi là-dessus? Il y a des enjeux un petit peu de politique, de pouvoir, d'ego aussi. Donc voilà, faudra que je me rattache à une espèce d'école de pensée ou une théorie. J'aimerais en faire plus, mais voilà, le mieux, c'est de prendre, un cadre théorique, une méthodo. On fait son deep dive pendant 3 4 ans et puis si après je trouve que c'était, génial mais pas assez, je referai une deuxième thèse, mais je vais déjà essayer de finir la première. OK, très bien. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Comment je continue de progresser? Bah, franchement, généralement, c'est vraiment le fait d'arriver à une espèce de terme personnel avec une entreprise que j'accompagne. Donc là, les 3 4 ans que j'ai fait en scale-up, j'étais arrivé un petit peu au bout du cycle et je pense que mes employeurs étaient aussi arrivés à un bout de cycle avec moi, donc là, il y a pas de mal à ça. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que la vie est faite de petits cycles dans lesquels, au bout d'un moment, on arrive à expiration, on peut faire autre chose. Donc moi, je sais que c'est à peu près 3 4 ans, ma durée de vie, intéressante. Après, je pense que je suis pas trop intéressant pour moi-même et pour mon employeur ou pour mon client. Donc ça, je pense que c'est un sens du renouveau qui est très fort et que j'aime bien. Et puis progresser, ouais, en continuant un peu par cercle concentrique à aller dans la niche à côté où on apprend un peu, mais on n'est pas complètement largué. Donc là, par exemple, ce rôle que j'ai pris où je suis coach early stage en fintech. Alors, il y avait des choses sur lesquelles j'étais complètement nouveau. Fintech, par exemple, c'est un secteur que je connais, comme tout le monde en lisant, les articles sur TechCrunch, mais j'étais pas spécialiste du tout. La fintech, quand on va, loin dans, le fonctionnement des paiements, de l'antifraude dans les banques, alors c'est des business models, des process qui sont, vraiment très techniques et très pointus, donc on ne peut pas s'inventer là-dessus. Il y avait le côté early stage que je connaissais un peu, mais pas beaucoup et le côté coaching où je me suis dit, «Moi, je me vois pas coach, mais si eux, ils me voient coach et qu'ils veulent me payer pour ça, why not?» Et en fait, ça, c'était les éléments nouveaux et en fait, les éléments de raccord avec mon entreprise d'avant ou mon expérience d'avant, c'était on est quand même dans des startups, donc des entreprises qui sont en train de croître assez vite et donc faut être plutôt, carré et rapide avec. C'est pas la peine de mettre en place des usines à gaz. On est quand même sur de la tech. Alors oui, c'est de la fintech, mais si c'est des modèles de SaaS, par exemple, il y a des schémas de KPI et d'opérations dans les SaaS qui sont les mêmes en fintech ou en advertising technology, par exemple. Et puis le côté coaching, bon, en ayant fait 10 15 ans d'intervention dans les écoles de commerce avec des projets que je donne aux étudiants, qui font maturer et sur lesquels je leur donne des feedbacks, c'était pas non plus si loin que ça. Donc je dirais que trouver des zones de carrière où on est je crois pas totalement à cette oukase qui dit qu'il faut être, outside of your comfort zone. C'est pas très agréable, et je pense que plus on monte en âge, moins c'est confortable et je crois qu'il y a assez peu de gens qui sont très, très confortables avec, ce côté, coup de pied au cul. Tu vas là où tu as jamais été, tu te débrouilles et tu vas apprendre mon grand. Alors il y a des personnes qui peut-être le font, mais il faut être costaud mentalement. Les gens ont des familles, donc la famille, elle a aussi besoin qu'on soit là. Parfois on est le bread maker de la famille, donc on peut pas se permettre d'être, à poil avec, un mini salaire et des grosses parts, qui valent rien jusqu'à ce qu'elles valent quelque chose, pour, voilà, faire ça aussi. Donc je dirais trouver des choses attenantes, c'est intéressant. Je pense que ce qui est très dur, c'est justement de ne pas reprendre le même job que ce qu'on a eu et moi, c'est vrai que ce Mmh. qui m'a fait partir de France à l'époque, j'avais fait 4 ans dans une petite agence qui était très bien et je me suis dit: «Mais là, si je vais dans l'agence plus grosse, après ça va être encore une fois la même négo dans 3 ans. On prend, 3 personnes en plus dans l'équipe, on prend, allez, 5 ou 10 000 balles, de salaire annuel en plus» et je me suis dit: «Mais c'est une espèce d'emboîtement de poupée russe, mais c'est la même chose». Et en fait, plus on grandit, voilà, on grandit avec le poste, mais c'est pas très différent et je crois que c'est ça qui m'a un peu fait peur. Alors du coup, quand je suis allé à Singapour, c'était idéal parce que je découvrais, un pays,
l'entrepreneuriat. Donc là, c'était assez, le choc a été assez fort. J'ai adoré ça. Mais ouais, je trouve que trouver des zones intermédiaires où on connaît un peu, mais pas trop, c'est pas mal. Et c'est vrai que ce qu'on voit souvent dans les parcours des gens, c'est que, ah, ils ont fait 5 ans chez Google, après ils ont fait 5 ans chez Facebook, après ils ont fait 5 ans chez TikTok. No offense, mais c'est vrai que ça reste le même type de boîte. Je pense qu'il y a quand même un niveau de confort qui est assez élevé. Mais par exemple, passer de 5 ans chez Google à 5 ans dans une ad tech company, ça, c'est intéressant parce que du coup, on passe vraiment sur un scope beaucoup plus petit en termes de taille de boîte, beaucoup plus agile. Heu, Probablement moins de politique et ça, je trouve que c'est des moves intéressants à faire pour, continuer à progresser, sans complètement, couper les ponts avec ce qu'on a fait juste avant. Mmh. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? C'était à l'époque où j'ai monté ma première boîte et on était un peu coincés avec mon associé dans des ventes de services à des PME et c'était un jeune start-upper américain qui veut monter une boîte en health tech et il m'avait dit, «Mais tu sais Martin, en fait, tu vas autant mouiller ta chemise et perdre tes cheveux à vendre un deal à 100 000 € qu'un deal à 10 000 €». Et je lui ai dit, je comprenais un peu le principe de ce qu'il me disait, mais je me suis dit: «Ouais, enfin, c'est quand même plus facile de vendre, 10 petits trucs de 10 000 € plutôt qu'un gros truc de 100 000 €». Et en fait, vraiment non, c'est aussi difficile de vendre, 10 K que 100 K. Donc il faut vraiment viser gros, que ça soit en termes de clientèle, en termes de scope of work, en termes de ce qu'on veut vendre. Ça, je le vois vraiment dans toutes les startups qu'on accompagne. Plus on a de segments d'ICP, enfin segments de comment dire? De clients qu'on touche, plus c'est compliqué. Il faut mieux être vraiment, concentré, focus et vendre autant qu'on peut, se rendre le plus dépendant. Ça, je pense, c'est un conseil qui était bon. Le deuxième, je dirais que je me suis donné moi-même, un peu, contre mon gré, c'est quand même viser des économies qui sont grosses. Avec le recul, l'erreur de l'Asie du Sud-Est, c'est d'avoir cru que cette grenouille qui se croit aussi grosse que le bœuf est grosse comme le bœuf, alors qu'en fait pas du tout. C'est un autre copain qui m'avait dit, «Mais tu sais qu'en fait le si tu combines le PIB de tous les pays du Sud-Est», donc on parle quand même de, Singapour, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, c'est le PIB de l'Allemagne. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai fait: «Putain, mais évidemment». Et c'est pour ça qu'on galérait avec cette boîte de conseil parce que on était en train de vendre à une, puissance économique de la taille de l'Allemagne, mais, répartie sur, 6 fuseaux horaires, 11 pays, 15 cultures, 40 ethnies, donc infernal en termes de go to market. Donc, vraiment Mmh. viser gros, viser là où il y a des budgets. En tout cas, quand on est entrepreneur et quand on est dans la vente, je pense que c'est critique. C'est facile de se contenter avec des petits deals. On a l'impression qu'on avance, mais au final, on n'avancera jamais autant qu'avec un gros coup de rame, un gros deal qui est fait à 500 K ou 1 million. Et en fait, ça peut faire peur quand on n'a pas vendu ces sommes-là, mais ce qu'il faut se dire que dans toutes les boîtes, il y a des budgets de toutes les tailles. Donc est-ce qu'on veut se battre pour le budget de 10 K ou pour le budget d'1 million ou le budget de 10 millions? C'est up to anyone, mais en tout cas, il y a des cases budgétaires et puis alors après, une fois qu'on a monté une bonne solution, alors, on n'aura peut-être pas le budget, mais en tout cas, on sera en compète avec deux, trois solutions et il y a une meilleure taux de chance qu'on ait ce gros budget, que de faire comme ça, de la chasse outbound à tout va, sur des petits tickets. Donc ça, je dirais que c'est assez essentiel, en tout cas dans une optique vraiment de cycle de vente et de jusqu'où on veut aller, quoi. OK. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est, ça peut être un livre, que ça soit un livre de management, d'entrepreneuriat, de leadership ou même un roman. Est-ce que tu as un podcast, à me recommander? Bon, je regarde dans ma bibliothèque parce que je l'ai sorti il y a pas longtemps, mais là, je le vois plus. Je l'ai sorti pour une entreprise que je coach actuellement. C'est un livre qui s'appelle, Finish Big, qui a été écrit par un Américain et où en fait il reprend, c'est hyper intéressant, une quinzaine d'histoires d'entrepreneurs aux US qui ont vendu leur boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que le panel est très diversifié. Alors il y a une nana qui a vendu une boîte de laboratoire d'analyse pharmaceutique. Il y a un gars qui a vendu un micro SaaS. Il y en a un qui a vendu, une boîte à une entité listée aux US. Et en fait, il raconte à quel point ces gens étaient peu ou pas préparés à la vente. Alors, il y en a qui ont vendu à la casse parce que, ça les gavait. Ils en avaient, quasiment du jour au lendemain, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ras-le-bol de se taper, leurs employés, ras-le-bol de faire le même truc depuis 15 ans. Donc le problème, c'est que quand on vend une boîte, ça prend 2, 3 ans. Donc, bah, en fait, voilà et c'est compliqué. Donc c'est des gens qui ont souvent vendu à la casse parce qu'ils se sont dit: «Je préfère me débarrasser du truc
avec moins d'argent que de faire ce process-là. Il y a des entrepreneurs qui avaient sous-estimé la charge émotionnelle, le fait de vendre, et de se retrouver, sans son bébé, ou le fait de pas avoir parlé de la vente à ses employés initiaux et d'avoir un espèce de sentiment de quasiment d'avoir été un traître, par rapport à ces personnes-là. Et du coup, ce livre qui est vraiment très sur des histoires, vécues, sort quelques frameworks après et il dit: «Bah, voilà, en fait, si tu veux, vendre une boîte, c'est ce genre de choses qu'il faut commencer à faire, tôt. Une vente qui dure 3 ans, c'est parce que, faut trouver les acheteurs, il faut les rassurer, il faut faire de la due deal, il faut faire la transition, enfin bref, c'est tout un pataquès et en fait, il dit: «Bah, il y a quand même des manières d'accélérer ça» et j'en parlais avec un copain il y a pas plus tard que la semaine dernière et il disait, bah, lui, il connaît un entrepreneur en Chine, quasiment dès la première année où il a monté sa boîte, il a embauché un CFO, donc un DAF, un directeur administratif et financier. Quand on monte une boîte, le DAF, c'est clairement pas la première chose qu'on embauche et en fait, il a dit: «Mais lui, il voulait vendre dès le jour 1 et en fait, il voulait que sa compta soit clean, pas pour lui, mais clean pour le racheteur dès le jour 1 et donc son DAF, qui était quand même une charge importante, a cleané les comptes au fur et à mesure. Quand on fait une entreprise, c'est toujours un bordel sans nom et donc en gros, quand il a eu une porte de vendre, bah, la due deal a pris, 1 mois au lieu d'1 an parce que tous les comptes étaient prêts, carrés, avec cet investissement qu'il avait fait. Donc c'est vraiment un livre donc ça s'appelle, Finish Big. Je crois que le nom, alors Finish Big, je crois que c'est Bo Burlingham, OK. c'est sur Amazon. Vraiment, je crois que c'est le livre sur lequel je reviens le plus souvent et c'est le livre que j'offre systématiquement à des entrepreneurs ou que je décante pour les startups que j'accompagne en leur disant, une fin, ça se prépare et en fait, le postulat de base, ce que le gars raconte, il dit: «Bah, en fait, le principal plan de sortie que les entrepreneurs ont, c'est la mort. Ils y pensent pas, ils pensent qu'ils vont crever dans leur boîte et donc du coup, il y a pas de plan de sortie à part, je décède et puis les parts vont à l'ayant droit» et en fait, il dit: «Bah, pour éviter ça, on va évidemment essayer de mettre différents types de sorties». Et vraiment, c'est à la fois très pratique, c'est émouvant de lire des histoires d'entrepreneurs qui ont parfois souffert beaucoup pendant longtemps et on se dit: «Ah putain, c'est ça qui lui est arrivé» parce qu'évidemment, quand on a une boîte, on projette les histoires qui nous sont racontées dans ce livre sur la sienne, on se dit: «Ah ouais, mais c'est exactement ça qui va m'arriver» et vraiment, éclairant. Donc moi, j'ai pas revendu ma boîte parce que c'était pas le bon moment malheureusement avec le covid, mais je me dis: «Si je remonte une boîte un jour et ça arrivera, c'est un livre que je vais avoir, vraiment tous les jours sur ma table en mode: «OK, est-ce que je suis vraiment dans les tracks, dans les clous pour pouvoir vendre?» et puis si ça vend pas, c'est pas grave, ça restera une boîte qui est saine, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille, à toute personne qui se lance dans une boîte. Généralement, c'est assez rare que les gens le monde VC a changé, quand c'était encore l'époque des levées folles et simples, c'était facile de se dire, un VC subséquent va top up the valuation et moi je vais vendre 1 de mes parts et déjà avec ça je serai bien. Mais ça, c'est en train de disparaître. Mais les gens qui montent des boîtes qui sont pas VC backed, donc avec, bootstrap, avec leurs moyens, c'est évident que la plupart n'imaginent pas du tout la sortie. Parfois, on monte une boîte pour régler un problème psy, parce qu'on est un peu, barré, plein de raisons de monter une boîte. Mais je trouve que de se dire: «Monter une boîte en ayant le compas de la fin dans l'œil», ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment ce que ce livre, montre. OK. Hyper intéressant. Je l'achèterai. Et c'est vraiment un livre un peu, c'est un autre copain entrepreneur, que je salue, Nicolas Brunet, qui m'en avait parlé. Et vraiment, je m'étais dit, «C'est dingue que ce livre-là soit pas juste une référence», enfin, quand on est entrepreneur, on a plein de bouquins, qu'on lit, les bouquins d'Elon Musk, les trucs comme ça, c'est toujours un peu tartin à la crème. Mais là, c'est vraiment tellement pratique et tellement évident sur le sujet le plus gros de l'entrepreneuriat qui est jamais évoqué. C'est un bouquin vraiment magique. OK, super. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Une personne pour le nouvel épisode de podcast, ouais, j'en ai une en tête, un copain qui s'appelle David, que je t'introduirai, OK, qui lui a monté un business, alors en Asie, pour le bien ou pour le mal, comme on dit. On a beaucoup de maids. Donc on a des femmes de ménage, des helpers, peu importe le mot qu'on leur donne. C'est des semi-esclaves qui vont, asticoter, toute la maison dans laquelle on vit, faire la bouffe, s'occuper des gamins. C'est un milieu qui est hyper sale, dans le sens où très souvent ces maids sont sourcés dans des pays émergents, qui ont du mal, Philippines, Indonésie, Myanmar et avec des conditions
de transfert dans les pays développés qui sont proches soit de l'esclavagisme, soit en tout cas de conditions très, défavorables. Donc typiquement une maid à Singapour, mais c'est pareil ailleurs, elle va devoir bosser gratuitement pendant 6 mois à 1 an pour repayer le frais de placement de l'agence qui lui a trouvé, l'opportunité et puis qui a arrangé en gros le visa de travail et tout ça. Et lui a lancé la première agence, de placement de maid éthique dans lesquelles les employeurs, donc ça va être des familles, hein, vont payer l'intégralité des frais et sur lesquels à côté, bah, il a pris en fait, tous les pain points, de ces helpers qui déjà quittent leur pays, souvent quittent leur famille, sont les seuls, à générer du revenu pour la famille et c'est nanas, hein, qui renvoient, 100 chaque mois à Western Union, hein, donc c'est assez triste, mais bon, c'est toujours mieux que de rester dans leur pays qui est pas terrible. Et donc du coup, c'est un expérimentateur assez, surdoué, et qui voilà et qui est devenu, je crois, la première agence en placement à Singapour au bout de 2-3 ans. Donc non seulement il a cassé un marché qui était, assez dégueulasse, on a fait un beau marché, mais ça a été suivi par les clients. C'était pas évident de dire: «Bah là, les gars, vous allez payer pour une meth qui a été, sourcée et amenée de manière, éthique, donc il y a pas de frais, on ne garde pas son passeport», tout ça. Donc ça, c'est un bon entrepreneur, et qui, je pense, aura beaucoup de choses à dire. Pareil sur un usage culturel qu'on connaît peu en Europe aujourd'hui, mais qui existe, Oui. hein. C'est pareil avec les travailleurs au noir et donc du coup, beau business, qui a beaucoup de sens, qui est profitable avec cette idée de, c'est quoi les autres problèmes de ces helpers qu'on peut adresser? Ces énormes marchés, hein. Aux Philippines, on parle, je crois que c'est 30 milliards de dollars par an qui sont rapatriés par les overseas workers philippins qui travaillent à Singapour, dans les pays du Golfe. Donc c'est des grosses populations de migrants non qualifiés qui décident d'aller à l'étranger et sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça c'est typiquement le genre de boîte, je me dis, un jour où je m'ennuie et j'ai envie de tout foutre en l'air, je le rejoins, je bosse avec lui et ça me driverait pendant longtemps, je crois. OK. Ah bah, avec plaisir pour le recevoir, Ouais, je dans t'enverrai dans le podcast, ouais. je le vois la semaine prochaine, je lui envoie un petit message et puis, s'il est intéressé, je t'en reparle. Super. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors le mieux pour me suivre, c'est LinkedIn, donc Martin Pasquier, j'ai un profil qui est ouvert en principe, je publie quelque chose dessus. Et puis à Singapour, si vous passez, toujours ravi de prendre un café. Donc moi, j'ai vraiment le sens du networking très ouvert. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah oui, mais il faut apprendre à dire non». Moi, je dis toujours oui et jusque-là, ça m'a toujours apporté beaucoup. Donc voilà, je crois très, très fortement à la roue du karma où, quand on donne un peu au départ, on reçoit beaucoup après. Moi, quand je suis arrivé à Singapour, je connaissais personne, on m'a offert des dizaines de cafés. Donc maintenant, j'insiste pour être celui qui paye les cafés aux gens qui arrivent et que je peux, aider ou en tout cas, à qui je peux partager mon expérience. Donc Singapour, voilà, de visu et sinon sur LinkedIn avec plaisir. OK. Bah, écoute, parfait, je mettrai, le lien de ton profil LinkedIn, en descriptif de l'épisode. Merci Super. beaucoup Martin, merci pour, cet échange. Merci à toi, Paul. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi et bah, écoute, bon courage pour, ta thèse notamment et Ouais, pour la suite, de ton parcours. je ferai le podcast dans 4 ans, si elle est achevée et réussie. Ouais, voilà, on se redonne rendez-vous dans 4 ans, pour faire le bilan. Très bien, je te remercie. Notre émission s'achève, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.